Bryce Caldwell, 32 ans, biologiste marin, est assis, tendu, alors que ses parents, Richard et Patricia, présentent avec assurance les titres de propriété de 3 luxueuses demeures des Keys de Floride, d'une valeur de plus de 3 millions de dollars. Son père ajuste ses boutons de manchette en or avec suffisance, pendant que sa mère chuchote à leur avocat coûteux que Bryce n'a jamais rien apporté de significatif à la famille. La juge Margaret Chen examine leurs documents avec un intérêt croissant. Bryce serre une enveloppe en papier craft, contenant des preuves qui feront voler leurs mensonges en éclats. Ils n'ont aucune idée que leur fils a passé 6 mois à rassembler des preuves de leur tromperie qui durent depuis des décennies. Les néons grésillaient au-dessus de nos têtes, dans le tribunal de circuit du comté de Brevard, alors que la juge Margaret Chen déclarait la séance de droit de la famille ouverte. À 58 ans, elle avait présidé d'innombrables litiges successoraux, mais quelque chose dans cette affaire semblait déjà différent. Ses yeux perçants ont balayé la salle d'audience, tandis que l'huissier annonçait l'affaire, Caldwell contre Caldwell, concernant la propriété contestée de 3 biens immobiliers dans les Keys de Floride. Mon estomac s'est noué, en regardant mon père, Richard Caldwell, redresser la veste de son costume bleu marine coûteux. À 58 ans, il imposait le respect, avec sa prestance de cadre commercial pharmaceutique. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés, et ses boutons de manchette en or captaient la lumière, alors qu'il chuchotait avec assurance à son avocat. À côté de lui, ma mère, Patricia, semblait tout aussi impeccable, dans sa robe de créateur couleur crème. Ses cheveux auburn étaient relevés en un chignon élégant, et ses doigts manucurés serraient un portefeuille en cuir, rempli de ce qu'elle prétendait être des preuves irréfutables. Leur avocat, Franklin Webb, s'est levé de sa chaise comme un prédateur sentant la faiblesse. L'avocat spécialisé en succession de Miami, aux cheveux d'argent, avait une réputation qui le précédait dans chaque salle d'audience. Sa présence imposante et son costume sur mesure criaient la puissance de feu juridique coûteuse. J'ai jeté un coup d'œil à ma propre représentation, et j'ai senti mon cœur se serrer davantage. Sarah Martinez, mon avocate commise d'office, semblait à peine assez âgée pour avoir terminé ses études de droit. Son agitation nerveuse avec son bloc-notes jaune trahissait son inexpérience dans les affaires à gros enjeux. J'ai été commise d'office, car je ne pouvais pas me permettre un avocat privé, et je me demandais maintenant si je n'avais pas fait une terrible erreur, en confiant tout mon avenir à quelqu'un qui semblait dépassé avant même que nous ayons commencé. Webb a commencé sa présentation avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une affaire comme celle-ci. Votre honneur, mes clients, Richard et Patricia Caldwell, sont les propriétaires légitimes de 3 précieuses propriétés dans les Keys de Floride depuis plus de 15 ans. Ces propriétés Sapphire Shore, Paradise Point et Sunset Harbor représentent le travail et l'investissement de toute une vie. Il a désigné un grand chevalet, affichant de superbes photographies des propriétés en bord de mer. Sapphire Shore brillait d'un blanc éclatant sur des eaux turquoises, ses immenses fenêtres reflétant le soleil des Caraïbes. Paradise Point présentait un pavillon de pêche de luxe, avec des places de bateaux privés et un aménagement paysager tropical soigné. Le domaine en bord de mer de Sunset Harbor disposait d'un quai privé, s'étendant dans des eaux cristallines où des poissons colorés nageaient sous la surface. Ce ne sont pas de simples maisons, votre honneur, a poursuivi Webb, sa voix portant le poids d'une certitude absolue. Ce sont des actifs substantiels, qui nécessitent une gestion sophistiquée, des ressources financières importantes et une surveillance responsable. Des propriétés qui génèrent des revenus locatifs considérables pendant les hautes saisons touristiques. Ma mère, Patricia, a pris la barre des témoins avec la grâce de quelqu'un habitué à être le centre de l'attention. Son expérience d'ancien agent immobilier l'a bien servi, alors qu'elle parlait de la valeur des propriétés, des tendances du marché et des responsabilités de gestion. Elle s'est dépeinte comme la gardienne dévouée de précieux actifs familiaux. Nous entretenons ces propriétés depuis 15 ans, votre honneur, a-t-elle dit, sa voix portant juste ce qu'il fallait d'inquiétude maternelle. Nous avons payé les impôts, les assurances, les frais d'entretien, les réparations après les ouragans. Nous avons organisé des réunions de famille, des événements communautaires et des collectes de fonds caritatives. Ces propriétés font partie intégrante de nos vies et de notre statut dans la communauté. Puis est venu l'assassinat de caractère qui m'a glacé le sang. Notre fils, Bryce, a toujours été. Elle a fait une pause, comme si elle cherchait des mots diplomatiques. Point différent. Il a choisi de gaspiller son éducation à étudier la biologie marine, au lieu de poursuivre une carrière stable qui pourrait contribuer à la société. Pendant que d'autres parents célèbrent le succès commercial ou les réalisations professionnelles de leurs enfants, nous avons regardé Bryce courir après les poissons sous l'eau pour gagner sa vie. Les mots m'ont frappé comme des coups de poing.
Mon père a hoché la tête solennellement depuis son siège, jouant le rôle du parent déçu mais aimant. Richard a pris la barre ensuite, sa formation de vendeur pharmaceutique évidente dans son discours impeccable. Nous aimons notre fils, votre honneur. Mais l'amour signifie parfois prendre des décisions difficiles. Bryce n'a jamais montré d'intérêt pour la gestion immobilière ou la responsabilité financière. Son modeste revenu de chercheur en biologie marine couvrirait à peine les frais d'assurance de ses propriétés, sans parler de l'entretien requis pour un bien immobilier en bord de mer. Webb a présenté une série de documents qui semblaient en béton, des actes de propriété montrant une possession continue, des polices d'assurance au nom de mes parents, des dossiers fiscaux sur 15 ans, des reçus d'entretien, des contrats de location. Chaque morceau de papier dépeignait l'image de propriétaires responsables qui avaient gagné leur bien par un travail acharné et une gestion prudente. Madame Dorothy Hazelton, une voisine âgée des Keys, a témoigné avec la conviction de quelqu'un qui énonce des faits évidents. Je connais Richard et Patricia comme propriétaires depuis plus d'une décennie, a-t-elle déclaré fermement. Ce sont de merveilleux voisins, des membres contributeurs de notre communauté. Ils organisent la collecte de fonds annuelle pour les récifs coralliens à Sapphire Shore, et leur fête de Noël à Paradise Point est une tradition que tout le monde attend avec impatience. La présentation de Webb m'a dépeint comme un fils ingrat, nourrissant des attentes grandioses à propos de biens que je n'avais jamais gagnés ni entretenus. Il a souligné mon modeste revenu, mon choix de carrière non conventionnel, mon manque apparent d'intérêt pour les affaires financières de la famille. Selon leur récit, j'étais un rêveur qui passait ses journées sous l'eau à étudier les récifs coralliens, pendant que des adultes responsables géraient le monde réel, à la surface. Votre honneur, a conclu Webb, cette affaire représente une question fondamentale de droit de propriété et de responsabilité familiale. Mes clients ont investi leur temps, leur argent et leur énergie dans l'entretien de ces précieux actifs pendant 15 ans. Ils ont noué des relations au sein de la communauté, contribué à des œuvres de bienfaisance locale et fait preuve du type de gestion responsable que ces propriétés exigent. Il a fait un geste dans ma direction, avec ce qui semblait être une inquiétude sympathique. Bien que nous comprenions que les conflits familiaux puissent être chargés d'émotions, la loi doit être basée sur des faits, des documents et des preuves de propriété réelle. Les preuves démontrent clairement que Richard et Patricia Caldwell sont les propriétaires légitimes de ces propriétés, et que toute revendication contraire est tout simplement non étayée par le dossier juridique. Mes parents ont échangé un regard de satisfaction tranquille, alors que Webb retournait à sa place. Patricia a tendu la main et a serré celle de Richard, et pendant un instant, ils ont semblé être des parents aimants, contraints à une malheureuse bataille juridique avec leur enfant égaré. La performance était impeccable, et je pouvais voir que même la juge Chen semblait impressionnée par la minutie de leur dossier. Sarah Martinez s'est levée, chancelante, son inexpérience évidente dans chaque mouvement. Elle m'avait prévenu que nous faisions face à une bataille difficile, contre une documentation aussi accablante et une représentation juridique professionnelle. En regardant les expressions confiantes de mes parents, j'ai compris qu'ils croyaient avoir déjà gagné. Mais ils n'avaient aucune idée de l'enveloppe en papier craft que je tenais dans mes mains, ni des 6 mois d'enquête qui m'avaient mené à ce moment. Ils n'avaient aucune idée que leur performance parfaitement orchestrée était sur le point de s'effondrer, sous le poids d'une vérité qu'ils pensaient avoir enterrée à tout jamais. L'enveloppe semblait lourde, du poids de la justice en attente. Sarah Martinez s'est levée lentement, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle arrangeait ses notes sur le pupitre. Malgré son énergie nerveuse, il y avait quelque chose de déterminé dans son jeune visage qui me donnait de l'espoir. Elle était peut-être inexpérimentée, mais elle croyait en notre cause, avec une passion qui ne vient que lorsqu'on est témoin d'une réelle injustice. Votre honneur, commença-t-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot, le conseil adverse a présenté une collection impressionnante de documents. Cependant, la documentation peut être trompeuse, lorsqu'elle est construite sur une fondation de tromperie et de manipulation. Elle a brandi un dossier contenant ce qui semblait être d'anciens papiers juridiques. Je voudrais présenter le dernier testament original de Theodore Caldwell, daté du 15 mars 1995, nommant son petit-fils, Bryce, comme unique bénéficiaire de toutes les propriétés des Keys de Floride. Webb a immédiatement bondi sur ses pieds, son attitude impeccable montrant la première fissure d'inquiétude. Objection, votre honneur. Ce testament est obsolète et annulé par des transferts juridiques ultérieurs, qui ont été dûment exécutés et enregistrés. La juge Chen s'est penchée en avant, son intérêt clairement piqué. Je vais permettre la présentation des preuves, mais le tribunal déterminera leur pertinence par rapport aux revendications de propriété actuelles. Sarah s'est approchée de la barre avec une révérence qui semblait appropriée pour manipuler les dernières volontés de mon grand-père. Votre honneur,
Theodore Caldwell était un vétéran décoré de la marine, qui a servi dans le Pacifique pendant la guerre de Corée. Après son service militaire, il a bâti une entreprise de construction navale prospère à Key Largo, en utilisant ses compétences d'artisan et sa profonde compréhension de l'ingénierie marine. Ma poitrine s'est serrée alors que les souvenirs de grand-père Théodore affluaient. Je le revoyais dans son atelier, ses mains burinées façonnant le bois avec une précision issue de décennies de pratique. Ses yeux s'illuminaient toujours quand je lui rendais visite, et il passait des heures à m'enseigner les différents types de vie marine, à m'expliquer le fonctionnement des courants océaniques, à me raconter des histoires de ses jours dans la marine. Théodore a acheté la première propriété, Sapphire Shore, en 1982, a poursuivi Sarah, en consultant attentivement ses notes. Il a construit Paradise Point de ses propres mains en 1985, et a acquis Sunset Harbor en 1988. Ce n'était pas de simples investissements immobiliers, c'était un héritage qu'il avait spécifiquement l'intention de préserver pour son petit-fils bien-aimé. Elle a présenté des photographies des années 1980, montrant mon grand-père travaillant sur les propriétés, ses outils de construction navale étalés sur les ponts en bois, alors qu'il fabriquait des éléments sur mesure pour chaque emplacement. Il y avait Théodore installant des volets faits à la main, construisant le quai privé de Sunset Harbor, et plantant les palmiers qui dominaient maintenant Paradise Point. Bryce passait chaque été avec son grand-père, de l'âge de 8 ans jusqu'à la mort de Théodore, quand Bryce en avait 21, a expliqué Sarah. Théodore lui a enseigné la conservation marine, les pratiques de pêche durable et l'écosystème délicat des quais de Floride. Ces propriétés étaient destinées à être l'héritage de Bryce, car Théodore reconnaissait l'amour sincère de son petit-fils pour l'environnement océanique. Les souvenirs sont revenus en force, avec une clarté douloureuse. Je me souvenais d'être assis sur le quai de Sunset Harbor, pendant que grand-père Théodore me montrait différentes espèces de poissons tropicaux, nageant dans l'eau claire en dessous. Il m'a appris à identifier les lamantins par leurs cicatrices, à reconnaître la différence entre un corail sain et des récifs blanchis, à comprendre les relations complexes entre les prédateurs et les proies dans les écosystèmes marins. Tu seras un gardien de ces eaux un jour, mon grand, me disait-il, sa main calleuse posée sur mon épaule, alors que nous regardions les dauphins jouer au loin. Ces propriétés seront à toi, quand tu seras assez grand pour apprécier ce qu'elles représentent vraiment. Sarah a présenté des preuves de la profonde préoccupation de Théodore concernant l'attitude matérialiste de son fils, Richard. Des lettres personnelles révélaient l'inquiétude de mon grand-père, que Richard ne considère les propriétés que comme des actifs financiers, plutôt que comme des trésors environnementaux nécessitant protection et gestion. Theodore Caldwell est décédé le 7 octobre 2006, a déclaré solennellement Sarah. Bryce avait 21 ans, un junior à l'université de Floride, étudiant la biologie marine. Dans son chagrin et sa confiance en sa famille, Bryce a accepté l'explication de ses parents, selon laquelle les propriétés devaient leur être temporairement transférées à des fins fiscales. Mon estomac s'est noué en me souvenant de cette conversation dévastatrice. J'avais eu du mal à me concentrer sur mes études, tout en pleurant la perte de la personne la plus importante de ma vie. Mes parents m'ont fait asseoir dans leur confortable salon, parlant d'un ton doux et préoccupé de questions juridiques complexes, qu'un étudiant ne pouvait pas être censé comprendre. Théodore voulait que nous nous occupions de tout, jusqu'à ce que tu sois diplômé et que tu t'installes dans ta carrière, avait dit ma mère, sa voix pleine de ce qui semblait être une sagesse maternelle. Les droits de succession sont compliqués, et ces propriétés nécessitent une attention immédiate que tu ne peux pas fournir pendant que tu es encore à l'école. Mon père avait hoché la tête gravement, présentant des documents d'apparence officielle qui nécessitaient ma signature. C'est juste temporaire, mon fils. Grand-père voulait s'assurer que tout soit géré correctement, pour que tu n'aies pas à t'inquiéter de complications juridiques pendant que tu es en deuil et que tu essaies de terminer tes études. J'avais signé ces papiers sans poser de questions, confiant que mes parents protégeaient mon héritage, comme ils le prétendaient. La voix de Sarah m'a ramené à la salle d'audience actuelle. Cependant, il y a 6 mois, Bryce a découvert un box de stockage qui avait appartenu à son grand-père. À l'intérieur, il a trouvé les papiers personnels de Théodore, y compris le testament original qui excluait spécifiquement Richard et Patricia de l'héritage de toutes les propriétés des Keys de Floride. Elle a présenté une enveloppe en papier craft contenant des documents qui avaient été cachés pendant 17 ans. Les notes personnelles de Théodore révèlent son inquiétude croissante concernant l'irresponsabilité financière de son fils et l'attitude matérialiste de sa belle-fille. Ces papiers montrent que Théodore n'a jamais eu l'intention que Richard et Patricia contrôlent ses propriétés patrimoniales. Webb a de nouveau objecté, mais la juge Chen l'a débouté, clairement intéressée à comprendre toute l'étendue du litige successoral. De plus, votre honneur, a poursuivi Sarah,
sa confiance grandissant à mesure qu'elle présentait notre dossier, Bryce a engagé un détective privé, Jake Morrison, pour examiner les dossiers financiers entourant ces transferts de propriété. Un homme distingué, la cinquantaine, s'est levé de la galerie. Jake Morrison avait l'allure de quelqu'un qui avait passé des décennies à résoudre des crimes financiers pour les forces de l'ordre. Son approche méthodique de l'enquête avait mis au jour des détails qui rendaient la tromperie de mes parents encore plus dévastatrice. Monsieur Morrison a découvert des preuves de falsification systématique de signatures, sur plus d'une décennie, a annoncé Sarah. L'experte en graphologie, la docteure Amanda Foster, a analysé 18 documents juridiques distincts et a trouvé des preuves claires que la signature de Bryce a été falsifiée sur des transferts de propriété, des demandes de prêt, des polices d'assurance et des documents fiscaux. La révélation a frappé la salle d'audience comme une force physique. Les sourcils de la juge Chen se sont haussés alors qu'elle étudiait les rapports d'analyse graphologique. Mes parents ont gardé leur sang-froid, mais je pouvais voir la tension monter dans la mâchoire de mon père et la poigne blanche de ma mère sur son portefeuille en cuir. L'enquête a également révélé que Richard et Patricia ont utilisé le numéro de sécurité sociale et les informations de crédit de Bryce sans sa connaissance ni sa permission, a poursuivi Sarah. Ils ont contracté plusieurs prêts sur les propriétés en utilisant l'identité de Bryce, détruisant ainsi sa cote de crédit et l'empêchant d'obtenir des prêts étudiants pour ses études supérieures. Les pièces de mon histoire financière troublée se sont soudainement assemblées en une image claire. Tous ces rejets de prêts, tous ces refus de cartes de crédit, toutes ces fois où je me suis demandé pourquoi ma vie financière semblait maudite par des complications inexplicables. Mes parents connaissaient la vérité depuis le début, me regardant lutter pendant qu'ils profitaient de mon crédit détruit. Pendant que Bryce cumulait 3 emplois pour payer ses études universitaires et supérieures, a déclaré Sarah, sa voix empreinte d'une indignation croissante, Richard et Patricia percevaient plus de 50 000 $ par an de revenus locatifs, provenant de propriétés qui appartenaient légalement à leur fils. La docteure Amanda Foster, l'experte en graphologie, a présenté son analyse avec une précision scientifique. Les fausses signatures étaient claires, une fois qu'on savait quoi chercher, des schémas de pression légèrement différents, des formations de lettres incohérentes, des signes révélateurs que quelqu'un copiait plutôt qu'il n'écrivait naturellement. En conclusion, votre honneur, a dit Sarah, prenant de l'ampleur, les preuves montrent clairement que Bryce Caldwell est le propriétaire légitime de ses propriétés, selon le testament original de son grand-père, et que Richard et Patricia ont systématiquement fraudé leur propre fils pendant plus d'une décennie. La juge Chen a étudié les pièces d'analyse graphologique avec une concentration intense. Les expressions confiantes sur les visages de mes parents avaient été remplacées par une inquiétude à peine maîtrisée. Pour la première fois depuis le début de la procédure, ils ressemblaient à des gens qui pourraient réellement perdre quelque chose d'important. Patricia a chuchoté de manière urgente à Webb, qui prenait frénétiquement des notes et préparait ce qui semblait être des arguments de limitation des dégâts. Richard a fixé les preuves avec l'expression de quelqu'un qui regarde son monde soigneusement construit commencer à s'effondrer. L'enveloppe en papier craft dans mes mains semblait plus lourde que jamais, sachant que nous n'avions fait qu'effleurer la surface de leur trahison. L'atmosphère de la salle d'audience avait radicalement changé. Ce qui avait commencé comme la présentation confiante de mes parents s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre et complexe. La juge Chen a demandé une brève suspension, et j'ai regardé mes parents se blottir avec leur avocat dans le couloir, à l'extérieur de la salle d'audience, leur suffisance antérieure remplacée par des conversations chuchotées et urgentes. Lorsque le tribunal a repris, Sarah Martinez s'est approchée de la barre avec une détermination renouvelée. Sa nervosité initiale avait été remplacée par l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait découvert une grave injustice et était déterminé à l'exposer complètement. Votre honneur, commença-t-elle, l'analyse graphologique et les dossiers financiers ne sont que le début de cette tromperie. Je voudrais présenter des preuves médicales qui démontreront la véritable étendue de la fraude commise contre Theodore Caldwell et son héritier désigné. Elle a fait un geste vers une femme d'âge moyen en blouse, qui était assise tranquillement au fond de la salle d'audience. Linda Washington est une infirmière diplômée qui a travaillé à Sunset Hospice Care, où Theodore Caldwell a passé ses 3 dernières semaines de vie. Linda Washington s'est approchée de la barre des témoins avec la digne prudence de quelqu'un qui avait passé des décennies à s'occuper des mourants. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en une simple queue de cheval, et ses yeux bienveillants reflétaient la compassion qui vient de l'observation d'innombrables luttes familiales, durant les moments les plus difficiles de la vie. Je me souviens très bien de Monsieur Théodore, a-t-elle témoigné, sa voix stable mais émue. Il était mentalement vif jusqu'à ses derniers jours, malgré son déclin physique. Il a demandé à plusieurs reprises à voir son petit-fils, Bryce,
mais son fils et sa belle-fille lui ont dit que Bryce était trop occupé par ses études pour lui rendre visite. Mon cœur s'est serré d'une douleur qui semblait fraîche et vive, malgré les années qui s'étaient écoulées. J'avais passé ces 3 semaines à croire que mon grand-père était sous sédatif et incapable de recevoir des visiteurs. Mes parents m'avaient convaincu que le voir serait trop traumatisant, qu'il ne me reconnaîtrait de toute façon pas. Monsieur Théodore était très angoissé par cela, a poursuivi Linda. Il n'arrêtait pas de dire qu'il devait parler à Bryce de papiers importants, de la protection de son héritage. Il semblait inquiet que quelque chose n'aille pas dans sa situation familiale. Sarah a présenté les registres de visite de l'hôpital, montrant que mes parents avaient restreint l'accès à la chambre de Théodore, prétendant le protéger d'un stress inutile. Selon la documentation, il s'était inscrit comme ses principaux gardiens et décideurs, contrôlant ainsi efficacement qui pouvait lui rendre visite durant ces derniers jours. Madame Washington, Théodore a-t-il mentionné quelque chose de spécifique concernant ses inquiétudes à l'égard de son fils et de sa belle-fille, a demandé Sarah. Oui, a répondu fermement Linda. Il m'a dit que Richard posait des questions sur ses comptes financiers et ses titres de propriété. Monsieur Théodore a dit qu'il prévoyait de modifier certains documents juridiques, car il ne faisait pas confiance aux intentions de Richard. Il semblait croire que son fils était plus intéressé par l'argent que par les relations familiales. Sarah a ensuite appelé Carlos Rivera à la barre des témoins. Carlos était un homme robuste, la soixantaine, avec des mains calleuses et l'apparence burinée de quelqu'un qui avait passé des décennies à travailler avec des bateaux et du matériel marin. Son témoignage allait révéler un aspect de l'héritage de mon grand-père que je n'avais jamais pleinement compris. J'ai travaillé pour Theodore Caldwell à Caldwell Marine Works pendant 23 ans, a témoigné Carlos, sa voix empreinte du respect d'un employé fidèle parlant d'un patron bien-aimé. Monsieur Théodore a bâti cette entreprise à partir de rien, en commençant par de petites réparations de bateaux de pêche, pour ensuite se développer dans la construction de yachts sur mesure et les contrats avec les gardes-côtes. Carlos a expliqué que Caldwell Marine Works avait été la fierté et la joie de Théodore, employant 37 familles locales et contribuant de manière significative à l'économie de Key Largo. L'entreprise était spécialisée dans la construction navale respectueuse de l'environnement, utilisant des matériaux durables et des conceptions innovantes qui réduisaient la pollution marine. La semaine où Monsieur Théodore est entré en soins palliatifs, a poursuivi Carlos, sa voix s'alourdissant d'émotion, Richard s'est présenté à l'atelier avec des documents juridiques, prétendant que l'entreprise lui appartenait désormais. Il a dit que son père avait signé des papiers de procuration et qu'il prenait le contrôle immédiatement. Mon sang s'est glacé en réalisant que l'ampleur de la tromperie de mes parents s'étendait bien au-delà des propriétés résidentielles. Richard n'avait aucun intérêt pour la construction navale ou la conservation marine, a expliqué Carlos. Moins de 2 semaines après la mort de M. Théodore, il a vendu toute l'entreprise à une société de promotion immobilière qui a démoli l'atelier et construit un centre commercial. 37 familles ont perdu leur emploi, et 23 ans de mon travail ont disparu du jour au lendemain. Sarah a présenté des documents montrant que mes parents avaient utilisé une fausse procuration pour vendre Caldwell Marine Works pour 1,2 million de dollars, quelques jours seulement après la mort de mon grand-père. L'argent avait été immédiatement utilisé pour rembourser d'importantes dettes personnelles que Richard et Patricia avaient accumulées au fil d'années de vie au-dessus de leurs moyens. Carlos, a demandé doucement Sarah, quelle était l'attitude de Théodore envers la conservation de l'environnement. Tout ce que faisait Monsieur Théodore visait à protéger l'océan, a répondu Carlos avec conviction. Il refusait les contrats avec des entreprises qui polluaient les environnements marins. Il donnait de l'argent à des projets de restauration des récifs coralliens. Il enseignait aux enfants du coin les pratiques de pêche durable. Il disait toujours que l'océan n'était pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on protège pour les générations futures. Le contraste entre les valeurs de mon grand-père et les actions de mes parents devenait d'une clarté dévastatrice. Pendant que Théodore avait bâti une entreprise qui soutenait les familles locales et protégeait les environnements marins, Richard et Patricia avaient détruit cet héritage pour un gain financier immédiat. Linda Washington est revenue à la barre des témoins pour livrer le témoignage le plus choquant de tous. Le dernier jour de M. Théodore, a-t-elle dit, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, il m'a demandé de transmettre un message spécifique à son petit-fils. Il était très faible, mais il était complètement lucide et déterminé. Il m'a dit de dire à Bryce que les papiers importants étaient cachés dans la boîte à pêche bleue, et qu'on ne pouvait pas faire confiance à Richard avec l'héritage familial. Sarah a présenté la lettre manuscrite de Théodore, trouvée dans la boîte à pêche bleue il y a 6 mois. La juge Chen a lu la lettre en silence, son expression devenant de plus en plus grave à mesure qu'elle assimilait les derniers mots de mon grand-père. Votre honneur,
cette lettre révèle que Théodore soupçonnait son fils de manipulation financière et prévoyait de modifier son testament pour s'assurer que Richard et Patricia ne pourraient jamais contrôler les propriétés familiales, a expliqué Sarah. Théodore est mort avant de pouvoir effectuer ces changements, mais son testament original reste une preuve claire de ses intentions. La lettre contenait des détails dévastateurs sur la prise de conscience croissante de mon grand-père que Richard interceptait son courrier, surveillait ses appels téléphoniques et le pressait de signer des documents financiers. Théodore avait prévu de retirer Richard de tous les papiers juridiques et d'établir une fiducie qui protégerait les propriétés de quiconque pourrait les exploiter à des fins lucratives. De plus, a annoncé Sarah, les dossiers médicaux montrent que le traitement cardiaque de Théodore a été administré de manière irrégulière durant sa dernière semaine en soins palliatifs. Alors que Richard et Patricia prétendaient l'aider à recevoir des soins appropriés, le personnel infirmier a noté plusieurs cas où son schéma médicamenteux a été perturbé par une ingérence familiale. L'implication flottait lourdement dans l'air de la salle d'audience. Le visage de la juge Chen reflétait l'horreur de comprendre que nous pourrions avoir affaire à quelque chose de bien pire qu'une simple fraude à l'héritage. Mes parents étaient assis, figés sur leur chaise, leur façade assurée complètement brisée. Les mains parfaitement manucurées de Patricia tremblaient alors qu'elle serrait son portefeuille en cuir, et le visage de Richard était devenu pâle sous son bronzage coûteux. Leur avocat, Franklin Webb, griffonnait frénétiquement des notes, réalisant clairement que ses clients lui avaient fourni des informations incomplètes sur leur cas. Votre honneur, a conclu Sarah, Théodore Caldwell était un vétéran décoré, un homme d'affaires prospère et un grand-père aimant qui a consacré sa vie à la conservation de l'environnement et à l'héritage familial. Ses dernières volontés étaient claires. Son testament original était valide, et ses inquiétudes quant au caractère de son fils se sont avérées tragiquement exactes. La juge Chen a regardé directement mes parents avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de dégoût et de détermination professionnelle qui suggérait qu'elle était témoin de quelque chose qui violait son sens le plus profond de la justice. L'enveloppe en papier craft dans ma main semblait vibrer du poids de révélations encore plus dévastatrices à venir. La juge Chen a convoqué une conférence privée dans son bureau, demandant à tous les avocats de l'accompagner pour examiner ce qu'elle a qualifié de preuves potentiellement sensibles. Mon cœur battait la chamade alors que je regardais les équipes juridiques quitter la salle d'audience, nous laissant, mes parents et moi, dans un silence pesant. Patricia s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de désespoir et de calcul qui m'a donné la chair de poule. Bryce, chérie, a-t-elle murmuré de toute urgence, nous pouvons encore arranger ça en famille. Ton père et moi n'avons jamais voulu que les choses deviennent si compliquées. Richard a hoché la tête vigoureusement, sa formation de vendeur pharmaceutique reprenant le dessus alors qu'il tentait de limiter les dégâts. Certaines familles ont des désaccords sur l'argent tout le temps. Nous pouvons nous asseoir ensemble et trouver un arrangement juste qui fonctionne pour tout le monde. Inutile de traîner ça devant les tribunaux et de détruire nos relations. Leur soudain passage à des tactiques de manipulation a confirmé ce que je soupçonnais depuis des mois, ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait, et ils étaient terrifiés à l'idée que leur tromperie soigneusement construite était sur le point de s'effondrer complètement. Nous sommes tes parents, a poursuivi Patricia, sa voix prenant le ton blessé qu'elle avait perfectionné au fil d'années de manipulation émotionnelle. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce que nous avons sacrifié, tu peux sûrement trouver dans ton cœur la force d'être raisonnable dans cette situation. J'ai regardé ces gens qui m'avaient élevé, nourri, logé et prétendu m'aimer, et je n'ai ressenti qu'une profonde tristesse. Ils étaient prêts à tout dire, à tout promettre, à manipuler n'importe quelle émotion si cela pouvait protéger leur fortune volée. Où étiez-vous quand grand-père Théodore me demandait pendant ces derniers jours, ai-je demandé doucement. Où était votre loyauté familiale quand il mourait seul parce que vous m'aviez convaincu que je ne pouvais pas le voir? Leurs expressions ont de nouveau changé, cette fois pour une colère à peine dissimulée. L'espace d'un instant, j'ai vu les personnes qu'ils étaient vraiment sous leur façade polie, des individus froids et calculateurs qui considéraient les relations familiales comme des outils à utiliser pour un gain financier. 20 minutes plus tard, les équipes juridiques sont revenues dans la salle d'audience. Le visage de la juge Chen était sombre alors qu'elle reprenait sa place, et Sarah Martinez ressemblait à quelqu'un qui venait d'être témoin de quelque chose qui avait ébranlé sa foi en l'humanité. Même Franklin Webb semblait secoué, sa confiance habituelle remplacée par l'attitude de quelqu'un qui avait réalisé que ses clients étaient bien pires qu'il ne l'avait imaginé. Le tribunal a examiné des preuves supplémentaires soumises par le plaignant, a annoncé la juge Chen, sa voix portant un poids qui a fait se pencher tout le monde dans la salle d'audience. Ces preuves soulèvent des préoccupations qui vont bien au-delà des litiges de propriété, pour entrer dans des questions potentiellement criminelles. Elle m'a fait signe de m'approcher de la barre avec mon enveloppe en papier craft.
Mes jambes me semblaient instables alors que j'avançais, sachant que le contenu de cette enveloppe allait tout changer à jamais. M. Caldwell a fourni des enregistrements audio qui ont été obtenus légalement et dûment authentifiés, a expliqué la juge Chen. Ces enregistrements contiennent des conversations entre les accusés qui révèlent l'étendue de leur tromperie et leurs intentions concernant à la fois les propriétés et le bien-être de leur fils. Sarah a activé un enregistreur numérique, et soudain, les voix de mes parents ont empli la salle d'audience avec une clarté cristalline. Le premier enregistrement provenait d'un dîner de famille que j'avais organisé 3 mois plus tôt, dans l'espoir de discuter d'un règlement raisonnable. Ce que mes parents ne savaient pas, c'est que j'avais caché des appareils d'enregistrement dans tout mon appartement après avoir découvert les preuves dans la boîte à pêche de mon grand-père. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que Bryce soit encore si naïf à propos de tout, la voix de Patricia résonnait clairement dans les haut-parleurs. Après toutes ces années, il n'a toujours aucune idée de tout l'argent que nous avons gagné avec ses propriétés. Le rire de Richard était froid et méprisant. Le gamin a toujours été trop confiant pour son propre bien. Même maintenant, il pense que ce n'est qu'un simple litige d'héritage. Il n'a aucune idée de la vente de l'entreprise, des revenus locatifs, des prêts que nous avons contractés en utilisant son crédit. Que se passe-t-il s'il découvre tout, d'une manière ou d'une autre, a demandé Patricia, sa voix portant pour la première fois une véritable inquiétude. Il ne le découvrira pas, a répondu Richard avec assurance. Et même s'il le faisait, qui le croirait plutôt que nous? Nous avons 15 ans de documentation prouvant la propriété. C'est juste un biologiste marin fauché, sans ressources pour nous combattre. La salle d'audience était morte de silence alors que ces mots s'imprégnaient. Mes parents étaient assis, figés, fixant l'enregistreur comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Mais l'enregistrement continuait, révélant des conversations bien plus sinistres qu'une simple fraude financière. J'ai fait des recherches sur les statistiques d'accidents dans les Keys de Floride, a poursuivi la voix de Patricia. Savais-tu qu'il y a plus de 200 accidents de plongée dans ces eaux chaque année? Beaucoup d'entre eux impliquent des plongeurs expérimentés qui disparaissent tout simplement et ne sont jamais retrouvés. La réponse de Richard m'a glacé le sang. Bryce passe tellement de temps à plonger seul autour de ces récifs. Ce serait tragique s'il lui arrivait quelque chose, mais pas entièrement inattendu, compte tenu des risques liés à la recherche marine. Nous avons augmenté sa police d'assurance vie l'année dernière sans le lui dire, a ajouté Patricia de manière factuelle. 500 000 $, avec nous comme bénéficiaires. Combiné à la valeur des propriétés, cela nous donnerait assez pour prendre une retraite confortable aux îles Caïmans. Le visage de la juge Chen reflétait une horreur absolue alors qu'elle écoutait des parents discuter nonchalamment du meurtre de leur fils. L'atmosphère de la salle d'audience était passée d'une procédure civile à quelque chose qui ressemblait à un procès pénal. Sarah a activé un deuxième enregistreur. Cette conversation a été enregistrée il y a 2 semaines, lorsque les accusés ont rencontré Marcus Toivet, un capitaine de bateau local ayant des condamnations pénales antérieures. La voix rauque de Marcus Toivet s'est jointe à la conversation. Écoutez, des accidents, ça arrive tout le temps sur les récifs. Des courants forts, des pannes d'équipement, des attaques de requins. Un gars pourrait descendre pour une plongée de routine et ne jamais remonter. Combien coûterait ce type d'accident à organiser, a demandé Richard, du même ton qu'il pourrait utiliser pour se renseigner sur des services d'entretien de pelouse. 25 000 $, a répondu Toivet. En espèces seulement. Pas de questions, pas de traces. Votre garçon part pour sa plongée de recherche habituelle le mois prochain, et il ne rentre jamais. Ça arrive tout le temps par ici. Ça semble raisonnable, a répondu Patricia. Quand cette affaire judiciaire sera terminée et que nous aurons le titre de propriété clair, nous pourrons organiser l'accident, puis tout vendre immédiatement. Personne ne remettra en question des parents en deuil qui liquident des biens qui leur rappellent trop de souvenirs douloureux. L'enregistrement a révélé une planification détaillée de mon meurtre, y compris des dates précises, des lieux de plongée et des méthodes pour se débarrasser des preuves. Ils avaient fait des recherches sur mon emploi du temps de plongée, étudié mes habitudes de recherche et identifié l'endroit parfait où un corps ne serait jamais retrouvé, dans les courants profonds de l'océan. La juge Chen a arrêté l'enregistrement et a regardé directement mes parents avec dégoût. Le tribunal contacte immédiatement les autorités fédérales concernant ces aveux enregistrés de complot en vue de commettre un meurtre, ainsi que les accusations de fraude à l'héritage et d'usurpation d'identité déjà établies. Franklin Webb s'est levé instantanément, son costume coûteux incapable de cacher sa panique. Votre honneur, je n'avais aucune connaissance de ces allégations lorsque j'ai accepté cette affaire.
Je demande l'autorisation de me retirer immédiatement en tant qu'avocat et je recommande à mes anciens clients de chercher une représentation juridique distincte. 2 marshals fédéraux sont entrés dans la salle d'audience, comme sur un signal. La juge Chen avait clairement pris des dispositions pendant la conférence dans son bureau pour que les forces de l'ordre soient prêtes. Richard et Patricia Caldwell, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'héritage, usurpation d'identité et maltraitance de personnes âgées, a annoncé le marshal principal, en leur lisant leurs droits alors que les menottes se refermaient. La façade soigneusement construite de ma mère s'est complètement effondrée, alors qu'elle réalisait l'ampleur de leur situation. C'est ridicule, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant de désespoir. C'est notre fils. Nous ne ferions jamais de mal à notre propre enfant. Mais les enregistrements parlaient d'eux-mêmes, révélant le calcul froid derrière leur performance de parents aimants. Richard a mieux gardé son sang-froid, mais son visage était devenu cendré, alors qu'il comprenait que sa liberté, sa réputation et sa fortune volée étaient sur le point de disparaître à tout jamais. Alors que mes parents étaient emmenés menottés, la juge Chen s'est tournée vers moi avec une expression de profonde sympathie, mêlée de détermination professionnelle. Monsieur Caldwell, cette affaire sera suspendue en attendant l'enquête criminelle, a-t-elle annoncé. Cependant, sur la base des preuves présentées aujourd'hui, le tribunal émet une injonction préliminaire gelant tous les actifs liés aux propriétés contestées, jusqu'à ce que la propriété puisse être correctement établie. L'enveloppe en papier craft qui m'avait semblé si lourde dans mes mains était maintenant vide, son contenu ayant exposé un complot qui allait bien au-delà de simples litiges d'héritage, pour plonger dans les coins les plus sombres de la trahison familiale. Mais en regardant mes parents disparaître par les portes du palais de justice, je savais que la justice commençait enfin à se déployer. L'arrestation de mes parents a provoqué une onde de choc dans la communauté de Key Largo, bien au-delà de tout ce que j'avais pu anticiper. En quelques heures, les équipes de presse locales diffusaient des images de Richard et Patricia emmenés menottés, et le soir même, l'histoire avait été reprise par les médias nationaux. Un complot de meurtre pour un héritage dans les Keys de Floride secoue une communauté soudée, titraient les journaux, accompagnés de photographies des magnifiques propriétés qui étaient devenues le centre d'une trahison familiale si dévastatrice. 3 jours après les arrestations, j'ai reçu un appel qui allait tout changer à nouveau. L'agent Dana Rodriguez, de la division des crimes financiers du FBI, a demandé une réunion au bâtiment fédéral de Miami. Sa voix portait la gravité professionnelle de quelqu'un qui avait découvert quelque chose de significatif. L'agent Rodriguez s'est avéré être une femme au regard perçant, au début de la quarantaine, avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait passé des années à traquer les criminels financiers. Les murs de son bureau affichaient des citations pour des affaires de fraude envers les personnes âgées et de maltraitance de vétérans, et j'ai immédiatement compris que l'affaire de ma famille était tombée entre les mains de quelqu'un qui prenait ses crimes personnellement. Monsieur Caldwell, commença-t-elle, en étalant un épais dossier sur son bureau, l'arrestation de vos parents a ouvert une enquête bien plus vaste que ce que nous avions initialement prévu. Les preuves que vous avez fournies nous ont aidé à relier Richard et Patricia à un réseau de fraude sophistiqué, qui ciblait des vétérans âgés dans plusieurs États. Elle m'a montré des photographies d'autres familles, d'autres victimes, d'autres histoires de vol d'héritage qui suivaient des schémas remarquablement similaires à ce qui était arrivé à mon grand-père. L'ampleur du complot était stupéfiante. Le travail de votre père dans la vente pharmaceutique lui a donné accès à des informations médicales sur des patients âgés, dans toute la Floride, la Géorgie et l'Alabama, a expliqué l'agent Rodriguez. Il identifiait des vétérans militaires possédant des biens de valeur, qui connaissaient des déclins de santé ou un isolement familial. L'expérience de votre mère dans l'immobilier a fourni les connaissances techniques nécessaires pour exécuter des transferts de propriétés complexes. L'enquête avait mis au jour un réseau d'avocats, de notaires et de professionnels de la santé corrompus, qui travaillaient ensemble pour frauder systématiquement les vétérans et leurs familles. Ils produisaient de faux testaments, de fausses procurations et créaient de fausses déclarations d'incompétence médicale, qui leur permettaient de voler des millions de dollars d'actifs de vétérans. Nous avons identifié 15 familles qui ont subi un vol d'héritage, en utilisant des méthodes identiques à ce qui vous est arrivé, a poursuivi l'agent Rodriguez. Dans plusieurs cas, les vétérans âgés sont décédés dans des circonstances suspectes après avoir menacé de dénoncer la fraude, tout comme votre grand-père. Elle a présenté des photographies de Frank Garrison et de William Burke, 2 copains de marine de mon grand-père, qui avaient également perdu des propriétés en bord de mer dans les Keys, par des tactiques de manipulation similaires. Les 2 hommes avaient tenté de combattre la fraude, mais sont morts avant d'avoir pu mener à bien les procédures judiciaires pour récupérer leurs biens volés.
Frank Garrison a perdu sa propriété de Marathon lorsque vos parents l'ont convaincu de signer une procuration temporaire pour des raisons médicales, a expliqué l'agent Rodriguez. Après la mort de Frank, la propriété a été immédiatement vendue à une société de promotion immobilière, bien en dessous de sa valeur marchande. Ses enfants n'ont rien reçu. L'entreprise de pêche de William Burke à Isla Morada a été prise de la même manière. Vos parents ont utilisé de faux documents médicaux pour le déclarer mentalement incompétent, puis ont vendu son entreprise et sa flotte de bateaux. L'argent a disparu sur des comptes offshore que nous essayons toujours de retrouver. La révélation que les amis de mon grand-père avaient subi le même sort m'a rempli de rage et d'une profonde tristesse. C'étaient des hommes qui avaient servi leur pays avec honneur, qui avaient bâti des entreprises prospères et contribué à leur communauté, pour finalement se faire voler systématiquement par des gens en qui ils avaient confiance. L'agent Rodriguez m'a montré des preuves de l'opération sophistiquée du réseau. Ils avaient identifié des vétérans âgés grâce à des dossiers médicaux, étudié leur situation familiale pour trouver des vulnérabilités, puis les avaient approchés en leur offrant de l'aide ou de l'amitié, qui se transformait progressivement en contrôle financier. Vos parents étaient particulièrement efficaces, car ils semblaient être des membres respectables et prospères de la communauté, a-t-elle expliqué. L'expérience de Richard dans la vente pharmaceutique lui donnait de la crédibilité lorsqu'il discutait de questions médicales, et les connaissances immobilières de Patricia rendaient leurs conseils immobiliers légitimes. Le réseau de fraude avait volé plus de 15 millions de dollars d'actifs de vétérans dans 4 États. Ils opéraient en établissant des relations avec des vétérans âgés et isolés, gagnant leur confiance par des mois d'amitié et de soutien, puis en prenant progressivement le contrôle de leurs affaires financières, par le biais de documents falsifiés et de procédures judiciaires frauduleuses. L'aspect le plus troublant de cette affaire, a dit l'agent Rodriguez d'un air sombre, ce sont les preuves suggérant que plusieurs victimes qui ont menacé de dénoncer la fraude sont décédées dans des circonstances suspectes. Nous enquêtons sur d'éventuelles accusations de meurtre liées à au moins 6 décès. La mort de mon grand-père, Théodore, était maintenant examinée dans le cadre d'un schéma de vétérans âgés qui avaient découvert la fraude et étaient morts avant de pouvoir engager des poursuites. Les dossiers médicaux de ces soins palliatifs montraient des irrégularités dans l'administration des médicaments qui auraient pu hâter sa mort. Comme si l'ampleur du réseau criminel n'était pas assez accablante, l'agent Rodriguez avait d'autres nouvelles choquantes à partager. Monsieur Caldwell, nos experts comptables ont découvert quelque chose qui aura un impact significatif sur votre affaire, a-t-elle dit en sortant un autre dossier. Votre grand-père avait des actifs financiers dont vos parents n'avaient pas connaissance lorsqu'ils ont commis leur fraude. Théodore avait maintenu des comptes bancaires et des portefeuilles d'investissement secrets, qu'il avait cachés à Richard. Ces comptes contenaient plus de 2,8 millions de dollars, qui avaient fructifié grâce à des investissements prudents pendant près de 30 ans. Votre grand-père possédait également d'autres propriétés, détenues dans une fiducie gérée par un cabinet d'avocats de Tampa, a expliqué l'agent Rodriguez. Celles-ci comprennent un centre de recherche marine commerciale à Key West, une flotte de pêche à Marathon et 30 acres de terres environnementales protégées qui génèrent des revenus substantiels grâce à des servitudes de conservation. La révélation que mon héritage s'étendait bien au-delà des 3 propriétés résidentielles était presque trop lourde à assimiler. Théodore avait créé une structure financière élaborée, conçue pour protéger son héritage de quiconque pourrait essayer de l'exploiter à des fins personnelles. Les documents de la fiducie vous nomment spécifiquement comme unique bénéficiaire, et ils incluent des dispositions qui auraient empêché vos parents de prendre le contrôle, même s'ils avaient réussi leur fraude, a-t-elle poursuivi. Votre grand-père se méfiait de leurs intentions plus que quiconque ne le pensait. Moins d'une semaine après l'arrestation de mes parents, cette autre famille se sont manifestées avec des histoires similaires de vol d'héritage. L'attention des médias avait encouragé d'autres victimes à contacter les autorités, et le FBI montait des dossiers qui pourraient aboutir à des dizaines d'accusations criminelles supplémentaires. La communauté de Key Largo, qui avait initialement considéré mes parents comme des propriétaires respectables, se débattait maintenant avec la prise de conscience qu'elle avait été trompée par des manipulateurs experts. Les voisins qui avaient assisté aux collectes de fonds caritatifs de Patricia et aux événements communautaires de Richard étaient horrifiés d'apprendre que l'argent avait été volé à des vétérans militaires et à leurs familles. Madame Dorothy Hazelton, la voisine qui avait témoigné en faveur de mes parents, est venue me voir personnellement pour s'excuser de sa participation involontaire à leur tromperie. Ils semblaient être de si bonnes personnes, a-t-elle dit en larmes. Ils organisaient de belles fêtes et donnaient de l'argent à des œuvres de bienfaisance locale. Je n'avais aucune idée que tout était bâti sur des mensonges et de l'argent volé. L'enquête fédérale s'est rapidement étendue à mesure que de nouvelles preuves émergeaient. Les forces de l'ordre international suivaient la piste de comptes offshore aux îles Caïmans et en Suisse, où le réseau déplaçait l'argent volé. D'autres arrestations ont eu lieu,
alors que des avocats et des notaires corrompus étaient identifiés et inculpés. La juge Chen a accéléré la procédure civile pour restituer les propriétés obtenues frauduleusement à leurs propriétaires légitimes. Les preuves de la conspiration criminelle de mes parents avaient éliminé toute question sur la légitimité de leurs revendications de propriété. Alors que je me tenais sur le quai de Sunset Harbor pour la première fois en tant que propriétaire légal, j'ai ressenti un mélange complexe de justice et de deuil. L'héritage de mon grand-père avait été restauré, mais le prix de cette restauration avait été la destruction complète de ma relation avec mes parents, et la révélation qu'ils avaient été prêts à me tuer pour de l'argent. Les propriétés étaient plus belles que dans mon souvenir, mais elles étaient à jamais marquées par la connaissance de ce que ma famille avait été prête à faire pour les posséder. L'ampleur de l'enquête fédérale a continué de s'étendre, alors que les experts comptables ont mis au jour des dossiers financiers révélant la véritable étendue de l'héritage caché de mon grand-père. Le cabinet d'avocats de Tampa, qui gérait la fiducie secrète de Théodore, m'a contacté avec des nouvelles qui ont transformé ma compréhension de ses dernières intentions. Votre grand-père était bien plus sophistiqué dans sa planification successorale que quiconque ne le pensait, a expliqué Margaret Sullivan, l'avocate fiduciaire qui gérait fidèlement les actifs de Théodore depuis près de 30 ans. Il soupçonnait que Richard pourrait tenter une manipulation financière, alors il a créé plusieurs niveaux de protection pour son héritage. Les documents de la fiducie ont révélé que Théodore avait systématiquement transféré des actifs vers des comptes protégés, à partir de 1993, 3 ans avant sa mort. Il avait liquidé des actions, vendu du matériel commercial et transféré des revenus locatifs dans des investissements que Richard ne pourrait jamais accéder, ni même découvrir. Le centre de recherche marine de Key West génère plus de 400 000 $ par an grâce à des partenariats universitaires et des contrats gouvernementaux, a expliqué Sullivan. La flotte de pêche de Marathon produit un revenu stable grâce à des opérations de location durable, et les terres de conservation environnementale reçoivent des paiements substantiels par le biais de programmes de protection fédéraux. Mais la découverte la plus extraordinaire fut la documentation détaillée de Théodore sur le comportement suspect de Richard. Caché dans des coffres-forts répartis dans 3 comtés, mon grand-père avait collecté des preuves de manipulation financière, de signatures falsifiées et de documents frauduleux, des années avant sa mort. Théodore savait que Richard le volait, a révélé Sullivan. Ces dossiers montrent une surveillance systématique des accès non autorisés aux comptes, des signatures falsifiées sur des documents commerciaux et des polices d'assurance manipulées. Votre grand-père constituait un dossier juridique contre son propre fils. Les preuves que Théodore avait rassemblées corroboraient tout ce que l'enquête du FBI avait découvert, mais elles révélaient également d'autres crimes qui avaient eu lieu des années avant la mort de mon grand-père. Richard avait systématiquement volé l'entreprise de construction navale, manipulant les paiements des clients et utilisant le crédit de l'entreprise à des fins personnelles. Théodore prévoyait de faire arrêter Richard pour détournement de fonds, a expliqué Sullivan. Il avait prévu une réunion avec les procureurs pour la semaine suivant son entrée en soins palliatifs. Comme cette réunion n'a jamais eu lieu en raison de sa mort, les preuves sont restées cachées jusqu'à maintenant. Les procès criminels se sont déroulés rapidement, les procureurs fédéraux ayant monté des dossiers accablants contre l'ensemble du réseau de fraude. Richard et Patricia étaient les figures centrales d'une conspiration qui avait détruit des dizaines de familles et volé des millions de dollars à des vétérans qui avaient servi leur pays avec honneur. Pendant le procès de Richard, toute l'étendue de sa manipulation est devenue claire. Les dossiers de vente de produits pharmaceutiques ont montré qu'il avait utilisé son travail pour identifier des vétérans âgés possédant des biens de valeur, qui connaissaient des problèmes de santé ou un isolement familial. Il les approchait, leur offrant amitié et aide, nouant progressivement des relations qui lui permettaient d'accéder à leurs informations financières. Richard Caldwell était un prédateur qui ciblait spécifiquement les membres les plus vulnérables de notre communauté de vétérans, a déclaré la procureure Jennifer Walsh lors de sa plaidoirie finale. Il a utilisé sa position professionnelle, sa respectabilité apparente et ses compétences de manipulation pour voler systématiquement des hommes et des femmes qui s'étaient sacrifiés pour leur pays. Le procès de Patricia a révélé son rôle dans l'exécution des aspects techniques de la fraude. Son expérience dans l'immobilier a fourni les connaissances nécessaires pour manipuler les transferts de propriété, falsifier des documents juridiques et naviguer dans les procédures complexes requises pour voler des actifs de valeur. Patricia Caldwell n'était pas une participante passive dans cette conspiration, a expliqué la procureure Walsh. Elle était l'architecte de l'opération de falsification de documents, la planificatrice des transferts de propriété et la coordinatrice des activités de blanchiment d'argent qui ont permis à ce réseau d'opérer dans plusieurs États. Les preuves contre mes 2 parents étaient accablantes. Les enregistrements audio de leur complot de meurtre, combinés aux dossiers financiers montrant une fraude systématique et aux témoignages de multiples victimes,
rendait une condamnation inévitable. Richard a été condamné à 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a cité l'ampleur de ses crimes, la vulnérabilité de ses victimes et la nature calculée de sa tromperie comme facteur nécessitant la peine maximale. Patricia a reçu 22 ans de prison fédérale, également sans libération conditionnelle. Sa peine reflétait son rôle central dans l'opération de falsification de documents et sa participation au complot visant à me tuer. 18 autres accusés ont été condamnés pour des chefs d'accusation connexes, démantelant ainsi l'ensemble du réseau de fraude qui avait opéré dans 4 États pendant plus de 2 décennies. Les avocats corrompus ont perdu leur licence, les notaires ont été poursuivis au pénal et les professionnels de la santé ont fait face à des accusations pour leur participation à des évaluations de compétences frauduleuses. Le processus de recouvrement civil a restitué les biens volés aux familles des victimes et a fourni une compensation financière par le biais de programmes fédéraux d'aide aux victimes. Le site de l'entreprise de construction navale de Key Largo a été racheté par la communauté et transformé en un parc commémoratif en l'honneur des vétérans locaux, avec le nom de Théodore bien en évidence sur une plaque de bronze. Pour moi personnellement, la victoire juridique était à la fois satisfaisante et dévastatrice. Les propriétés que mon grand-père avait destinées comme un héritage d'amour et de gestion environnementale étaient maintenant à jamais associées à la trahison familiale et à la conspiration criminelle. Mais alors que je me tenais sur le quai de Sunset Harbor, en lisant la lettre manuscrite que Théodore avait cachée dans la boîte à pêche bleue, j'ai compris que son dernier cadeau n'était pas seulement des actifs financiers. C'était la connaissance que la vérité et la justice pouvaient prévaloir, même contre la tromperie la plus sophistiquée. Bryce, disait sa lettre, si tu lis ceci, cela signifie qu'il m'est arrivé quelque chose et que Richard a probablement essayé de voler ton héritage. J'espère que les preuves que j'ai rassemblées suffiront à protéger ce que j'ai construit pour toi. Ces propriétés ne sont pas de simples maisons. Elles sont une responsabilité de protéger l'environnement océanique qui nous a tant donné. Utilise-les bien et souviens-toi que la famille se définit par l'amour et la loyauté, pas par les liens du sang. La procédure judiciaire était enfin terminée, mais le vrai travail d'honorer l'héritage de mon grand-père ne faisait que commencer. 2 ans ont passé depuis ce jour dévastateur au tribunal de circuit du comté de Brevard, et je me tiens sur le quai restauré de Sunset Harbor, regardant le lever du soleil peindre les quistes de Floride de nuances d'or et de rose corail. Les propriétés qui étaient autrefois des symboles de trahison familiale ont été transformées en quelque chose dont mon grand-père, Théodore, serait fier, un mémorial vivant à la conservation de l'environnement et à l'éducation scientifique. La fondation de recherche marine Théodore Caldwell opère à partir des 3 propriétés, menant désormais des recherches de pointe sur la restauration des récifs coralliens, la protection des lamantins et l'adaptation au changement climatique qui affecte toute la région des Caraïbes. Sapphire Shore a été converti en un centre d'éducation aux sciences marines de pointe, où des groupes scolaires de toute la Floride viennent apprendre la conservation des océans par l'expérience pratique. Paradise Point sert maintenant de base d'opération pour notre flotte de navires de recherche, soutenant les études de terrain des étudiants diplômés et les programmes de surveillance à long terme qui suivent la santé des écosystèmes coralliens. Le pavillon de pêche a été transformé en laboratoire où des scientifiques du monde entier collaborent sur des projets visant à préserver la biodiversité marine. Ici, à Sunset Harbor, nous maintenons le siège de la fondation ainsi que l'atelier de construction navale restauré de Théodore, qui sert maintenant à la fois de musée exposant son savoir-faire et de centre d'éducation actif où les étudiants locaux apprennent les métiers maritimes traditionnels, aux côtés des techniques de conservation modernes. L'impact économique a été remarquable. La fondation emploie 47 résidents locaux, dont beaucoup d'anciens employés de l'entreprise de construction navale de Théodore, qui avaient perdu leur emploi lorsque mes parents ont détruit cet héritage. Carlos Rivera est maintenant notre directeur des opérations, supervisant l'entretien et le développement des 3 installations avec le même dévouement qu'il mettait autrefois à construire des bateaux. M. Théodore serait stupéfait de voir ce que vous avez accompli ici, m'a récemment dit Carlos, alors que nous regardions un groupe de lycéens effectuer des tests de qualité de l'eau dans les eaux cristallines entourant notre quai. C'est exactement ce dont il rêvait, lorsqu'il parlait de protéger ces eaux pour les générations futures. Ma vie personnelle a trouvé une stabilité et un bonheur que je n'aurais jamais cru possible pendant ces sombres mois où je me battais pour mon héritage et ma vie. La docteure Elena Vasquez a rejoint notre équipe de recherche il y a 18 mois en tant que spécialiste de la conservation marine, spécialisée dans la restauration des récifs coralliens, et notre partenariat professionnel a évolué en une relation amoureuse, bâtie sur des valeurs partagées et un amour sincère. Elena comprend mon histoire familiale compliquée, sans me juger pour les actions de personnes qui partagent mon ADN mais pas mon caractère. Elle m'a aidé à surmonter le traumatisme de découvrir que mes parents étaient prêts à me tuer pour de l'argent.
Et elle a soutenu mon cheminement vers le pardon, non pas pour eux, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. La famille, c'est ce que l'on construit par l'amour et des valeurs partagées, me rappelle-t-elle souvent, pas ce que l'on hérite par la génétique et l'obligation. Le travail thérapeutique avec le docteur Michael Thompson a été essentiel à mon processus de guérison. Apprendre à gérer les émotions complexes entourant la trahison familiale, à reconstruire ma capacité à faire confiance aux gens et à développer des limites saines a nécessité des mois de travail patient. Mais les résultats ont été transformateurs. J'ai appris que ma valeur en tant que personne n'est pas déterminée par la façon dont les autres me traitent, mais par les choix que je fais et les contributions que j'offre au monde qui m'entoure. La trahison de mes parents dit tout de leur caractère, et rien de ma valeur en tant qu'être humain. La Fondation a reçu une reconnaissance nationale pour notre travail de conservation, y compris un prix présidentiel pour le leadership environnemental, qui valide tout ce que Théodore croyait sur la protection des écosystèmes marins pour les générations futures. En recevant ce prix dans la roseraie, j'ai pu sentir la présence de mon grand-père et sa fierté de voir son héritage enfin réalisé. Le programme de bourse que nous avons créé finance les études universitaires des étudiants locaux qui poursuivent des carrières en sciences marines, garantissant que l'engagement de Théodore envers l'éducation et la gestion de l'environnement se poursuivra longtemps dans le futur. Nous avons déjà envoyé 12 jeunes dans des universités où ils étudient la biologie marine, l'ingénierie environnementale et la gestion durable des pêches. Mes parents restent en prison fédérale, purgeant leur peine sans possibilité de libération conditionnelle. Je n'ai eu aucun contact avec eux depuis leur arrestation, et je n'ai pas l'intention de changer cette situation. Le pardon n'exige pas de maintenir des relations avec des personnes qui ont démontré leur volonté de vous nuire pour un gain personnel. Richard et Patricia sont devenus des exemples édifiants dans les programmes de formation des forces de l'ordre, sur la sophistication des réseaux de fraude envers les personnes âgées et l'importance de protéger les vétérans vulnérables des prédateurs financiers. Leur cas a conduit à une législation fédérale plus stricte, protégeant les vétérans âgés du vol d'héritage, et à une meilleure coordination entre les professionnels de la santé et les forces de l'ordre pour identifier les fraudes potentielles. Les autres victimes de leur réseau de fraude ont récupéré leurs actifs volés grâce aux programmes fédéraux d'indemnisation des victimes, et plusieurs familles ont créé leurs propres fondations et programmes commémoratifs en l'honneur des vétérans qui ont été ciblés par ces criminels. Madame Dorothy Hazelton, la voisine qui a témoigné à son insu en faveur de mes parents, est devenue l'une de nos bénévoles les plus dévouées, aidant aux programmes éducatifs et à la sensibilisation communautaire, comme moyen de se racheter de sa participation involontaire à leur tromperie. La juge Margaret Chen a assisté à la célébration du 2e anniversaire de notre fondation, exprimant sa satisfaction que la justice ait été rendue, non seulement par des poursuites pénales, mais aussi par la transformation positive d'actifs volés en quelque chose qui profite à la société. Cette affaire m'a rappelé pourquoi je suis devenu juge, a-t-elle déclaré à nos sympathisants réunis. La justice ne consiste pas seulement en une punition. Il s'agit de restauration, de guérison et de s'assurer que le bien finit par triompher du mal. Sarah Martinez, ma jeune avocate commise d'office qui a pris en charge une affaire bien au-delà de son niveau d'expérience, a depuis été promue avocate superviseur à la division des crimes financiers. Elle attribue à notre affaire le mérite de lui avoir appris qu'une préparation approfondie et un engagement inébranlable envers la justice peuvent surmonter même les obstacles les plus écrasantes. L'agent Dana Rodriguez poursuit son travail d'enquête sur les réseaux de fraude envers les personnes âgées, en utilisant les preuves et les techniques développées lors de notre affaire pour aider d'autres familles à récupérer leur héritage volé. Elle est devenue une conférencière fréquente dans les organisations de vétérans, enseignant aux familles comment se protéger de la fraude à l'héritage. La boîte à pêche bleue où Théodore a caché ses preuves trône maintenant en bonne place dans le musée de notre fondation, un rappel que la vérité a du pouvoir, même lorsqu'elle est cachée pendant des années. Les visiteurs commandent souvent comment une simple boîte à pêche contenait les preuves nécessaires pour démanteler une conspiration criminelle de plusieurs millions de dollars. Alors que je regarde le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs brillantes sur les récifs coralliens que Théodore aimait tant, je suis rempli de gratitude pour le difficile voyage qui a mené à ce moment de paix et de but. La trahison qui aurait pu me détruire est plutôt devenue le catalyseur de la construction de quelque chose de significatif et de durable. La douleur de perdre ma famille était réelle et dévastatrice, mais elle m'a appris la différence entre les parents qui partagent votre sang et la famille qui partage vos valeurs. L'équipe de recherche, les sympathisants de la communauté et les partenaires de conservation qui travaillent à mes côtés chaque jour représentent le vrai sens de la famille, des gens qui s'élèvent mutuellement, soutiennent les rêves des autres et travaillent ensemble vers quelque chose de plus grand que le gain individuel. La dernière lettre de Théodore contenait une vérité que je porte en moi chaque jour, souviens-toi que la famille se définit par l'amour et la loyauté, pas par les liens du sang. L'océan ne nous appartient pas,
nous appartenons à l'océan, et notre travail est de le protéger pour ceux qui viendront après nous. Chaque matin, lorsque je regarde le soleil se lever sur les eaux que Théodore a aimées et protégées, je me souviens qu'un véritable héritage ne se mesure pas en dollars ou en valeur immobilière, mais en l'impact positif que nous avons sur le monde et les valeurs que nous transmettons aux générations futures. La Fondation de recherche marine des Keys de Floride est la preuve que même la trahison la plus dévastatrice peut être transformée en quelque chose de beau et de significatif, lorsque nous choisissons l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que l'amertume, et le service plutôt que l'égoïsme. L'héritage de mon grand-père perdure, non seulement dans les propriétés qu'il m'a laissées, mais dans chaque récif corallien que nous restaurons, chaque étudiant que nous éduquons, et chaque famille que nous aidons à comprendre que l'océan est un trésor qui mérite d'être protégé pour les générations à venir. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez découvert que les personnes en qui vous aviez confiance n'étaient pas celles que vous pensiez? Comment avez-vous trouvé la force d'aller de l'avant et de reconstruire votre vie? J'aimerais beaucoup lire vos histoires de dépassement de la trahison et de découverte de votre propre chemin vers la guérison et un but. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour aider d'autres personnes à la trouver lorsqu'elles ont besoin d'encouragement. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires sur la justice, les relations familiales et la recherche de la force pendant les défis les plus difficiles de la vie. Partagez cette vidéo avec toute personne qui pourrait bénéficier de savoir que la vérité et la justice peuvent prévaloir, même contre des obstacles écrasants. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi et de soutenir le travail important que nous faisons ici, dans les Keys de Floride. Souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par l'amour et la gentillesse que vous apportez au monde. D'ici la prochaine fois, continuez à vous battre pour la vérité et ne perdez jamais espoir que la justice finira par prévaloir.